Nouvelle semaine, nouveau numéro de votre émission Un œil sur l'actualité. Bonjour ou bonsoir à vous tous et bienvenue. Dans cette émission de ce dimanche, nous parlerons exclusivement du prochain sommet que le Togo va accueillir du 10 au 15 octobre prochain. C'est donc le sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Un rendez-vous important pour le Togo, mais pour toute l'Afrique et pourquoi pas pour le monde entier, quand tout le monde sait aujourd'hui que plus de 95% du commerce mondial se fait par voie maritime et la nécessité de sécuriser les eaux se révèle donc hyper important. Nous parlerons donc des enjeux de ce sommet-là et nous recevons pour en parler Hubert Bakaï qui est chef cabinet au Haut Conseil pour la mer. Bonsoir Monsieur Bakaï. Bonsoir Monsieur Samuel. Merci d'accepter l'invitation. C'est moi qui vous remercie. En fait, vous êtes venu représenter Stanislas Baba, le ministre conseiller à la mer du président de la République, qui aurait dû être là, mais on le comprend bien, avec les préparatifs du sommet, son calendrier doit être hyper chargé. En seconde partie d'émission, je vous proposerai un entretien que nous avons réalisé avec Harry Miyao Chanyao, qui est le président panafricain du JASEMA. Le JASEMA, c'est le réseau des journalistes africains pour la sécurité maritime. Vous comprenez donc là que c'est le même sujet dont nous allons parler. Alors, je l'ai annoncé, M. Hubert Bakaï, c'est du 10 au 15 octobre prochain que tout le monde s'attend à ce grand rendez-vous. Mais une première question, pourquoi le Togo a tant tenu à recevoir ce sommet-là? Merci, M. Samuel. Pourquoi le Togo a tant tenu à avoir ce sommet? Je crois que, pour répondre à votre question, c'est l'intérêt même de la problématique qui le suscite. L'intérêt de la problématique au plan africain, au plan mondial et au plan togolais. Donc, par rapport à la problématique, vous savez que les océans et les mers constituent aujourd'hui un levier important du développement, non seulement des États africains, mais de certains pays européens. Et donc, le Togo ne serait pas du reste. Donc, par rapport à cela, étant le levier du développement, les océans et les mers sont menacés. Menacés par les questions de piraterie, de pêche illégale, de pollution et j'en passe. Et donc, par rapport à cela, il y avait lieu que quelque chose se fasse au niveau africain. Voilà, si je peux m'arrêter là, l'intérêt principal donc de tenir une réunion, un sommet, qu'importe que ce soit au Togo ou ailleurs, il y avait lieu de tenir un sommet extraordinaire. Mais est-ce que c'est le Togo qui a imposé ce sommet-là, ou bien c'est parce qu'on nous parle de sommet de l'Union africaine? C'est l'Union africaine qui l'a voulu et le Togo s'est proposé de l'organiser, ou c'est le Togo qui a imposé ce sommet? C'est un sommet de l'Union africaine et c'est un sommet extraordinaire. Ce qui veut dire qu'un problème crucial doit être réglé et il fallait que les Africains se réunissent. Et le Togo s'est proposé donc d'accueillir ce sommet, tout comme tout État africain pouvait le faire. Mais le Togo a accepté d'accueillir ce sommet. Parce que si je vous pose la question, on a entendu des choses comme quoi certains d'autres États auraient refusé d'accueillir le sommet. Donc ça, je ne peux en dire plus. C'est parce que vous n'en savez rien ou bien vous en savez quelque chose et vous vous imposez une certaine langue de bois? Ben, écoutez, vous n'avez pas donné votre source d'information. Donc, je ne saurais sur quelle source m'appuyer pour confirmer votre question. D'accord. Alors là, il s'agit d'un sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Ça fait quand même trois choses, si on peut le dire. Est-ce que d'emblée, vous pouvez déjà essayer de nous mettre cette différence qu'il existe entre la sécurité et la sûreté maritime? Merci. Quand on parle de sécurité maritime, situez-vous déjà sur les espaces maritimes. Qu'est-ce qui est fait pour que les espaces maritimes soient praticables, soient purs et que les personnes
les navires, les passagers n'en souffrent pas de façon incidente. Donc, pour définir ce concept, c'est dire que la sécurité maritime, c'est toute mesure qu'un gouvernement peut prendre, n'est-ce pas, pour prévenir ou éviter un risque ou atténuer un risque d'incident dangereux contre les personnes, contre les navires ou les équipages à bord de ce navire. Et donc, il y a lieu, par rapport aux questions de sécurité maritime, de mettre en œuvre les instruments internationaux comme contre la pollution et les instruments internationaux de sauvegarde de la vie humaine. Tout ça, ça rentre dans le concept de sécurité maritime. L'autre élément concernant la sûreté maritime, entendez par là toute action qui vise à protéger les personnes contre l'arbitraire et les violences. Donc, dans ce concept, nous avons les mesures qu'un gouvernement peut prendre pour prévenir les menaces, détecter les menaces d'abord, les prévenir, ou carrément protéger les personnes contre toute violence qui pourrait être exercée contre elles à bord d'un navire ou contre les biens dans ce navire. Dans ce concept, nous mettons également les mesures qu'on peut prendre pour éviter qu'un navire transporte des substances dont l'utilisation pourrait entraîner la violence, comme les drogues, les armes, etc. Voilà un peu de façon ramassée la différence qu'on peut faire entre les deux concepts. Et aujourd'hui, sur le sujet de la sûreté maritime, est-ce qu'on peut dire que ça concerne exclusivement les gens de mer? Les questions de sûreté maritime, vous dites? Oui. Si vous avez parlé de mesures pour protéger les personnes ou même les marchandises. Ça ne concerne pas seulement les gens de mer, ça concerne également les installations portuaires et les ports. Donc toute activité qui se mène dans l'espace maritime ou au niveau des installations portuaires et les ports, toutes ces mesures-là rentrent dans le concept de sécurité maritime, de sûreté maritime. Voilà. D'accord. Alors, mais là, dans la thématique du prochain sommet, on a sécurité et sûreté maritime, dont on vient de voir la différence, et le développement en Afrique. Est-ce que la question du développement là, c'est lié à la mer ou le développement dans un contexte plus global? Vous savez, le développement doit baigner dans la sécurité et la sûreté, lorsque ce développement s'appuie sur les ressources marines. Et donc, on ne peut nullement parler de sécurité et de sûreté sans en faire un lien avec le développement. Dans la mesure où aujourd'hui, nos États, comme on l'a dit tout au début de cette émission, nos États tendent vers l'utilisation des ressources maritimes pour développer leur économie. Alors, à partir de cet instant-là, le développement, la sécurité et la sûreté sont des conditions préalables pour assurer un bon développement aux États. D'accord. Alors, aujourd'hui, quand on prend le continent africain qui fait 30 millions de kilomètres carrés, les pays qui ont l'océan ou la mer, qui ont des côtes, ne sont pas plus nombreux que les pays de l'Hinterland. Alors, aujourd'hui, parler de sommet sur la sécurité, la sûreté maritime, est-ce que vous ne vous dites pas que certains pourraient ne pas se sentir concernés, notamment les pays de l'Hinterland? Je ne pense pas. Les 54 pays d'Afrique, par exemple, enfin, moi j'essaye d'imaginer, on a l'impression que l'Hinterland, il y en a plus que les pays côtiers. Vous avez parfaitement raison de penser cela. Mais en réalité, tous les États ont un intérêt à ce que les mers et les océans soient paisibles. Et que le commerce international, les 90% du commerce international qui transite par la mer, se réalise effectivement sans menace, sans violence. Vous savez que les États côtiers, quand on prend l'exemple du Togo, desservent plutôt les États de l'Hinterland, comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso et j'en passe. Et donc ces États-là ont un intérêt à ce que les États côtiers, les activités des États côtiers soient apaisées pour qu'eux aussi ils puissent en jouir. D'un autre côté, la Convention de Montego Bay prévoit également des dispositions favorables aux États enclavés, aux États géographiquement désavantagés. Donc ces États peuvent s'entendre avec les États côtiers pour bénéficier des ressources marines sur la base d'accords bilatéraux et sur la base aussi des regroupements sous-régionaux auxquels ces États peuvent appartenir. Donc voilà un peu
l'intérêt de ces États enclavés ou géographiquement désavantagés, qui sont aussi concernés par le sommet de Lomé. Alors, quand on revient un peu sur les menaces auxquelles les États sont confrontés en mer, quelles sont ces menaces-là? Nous, en fait, ce dont on entend parler le plus souvent, c'est la piraterie maritime. Est-ce qu'il n'y a que ça ou il y a pire que ça? Les menaces sont diverses. Les menaces sont d'ordre sécuritaire. Mais les menaces sont aussi, d'un autre côté, liées à la sûreté. Donc, quand on parle de menaces sécuritaires, il faut voir les questions d'accidents maritimes dangereux. Des accidents maritimes non intentionnels, bien sûr. Donc, qui peuvent... vous parlez là d'accidents entre les navires? Entre les navires, ou bien l'accident navire et plateforme, etc., qui peuvent entraîner des pollutions de la mer et porter atteinte aux ressources halieutiques. Et ces accidents-là entraînent aussi la perte économique de la matière même qui est déversée en mer. Voilà un peu un aspect lorsqu'on parle de sécurité maritime. Bon, de l'autre côté, il y a effectivement cette question de piraterie maritime. Mais la piraterie maritime est l'aspect le plus violent. Le plus violent dans la mesure où, à partir de là, si les côtes ne sont pas protégées et que les pirates font du trafic maritime leur domaine d'enrichissement, etc., vous comprenez que nos populations, ce que cela peut entraîner sur l'économie des populations ou des peuples. Donc, ça va entraîner l'augmentation des prix, etc., la rareté des ressources, des produits à acheter, etc., etc. Et vous voyez, ça va être une chaîne que les gouvernants auront du mal à maîtriser. D'un autre côté également, les menaces terroristes aujourd'hui à terre peuvent aussi commencer par la mer. Donc je crois qu'il ne faut pas attendre que les terroristes commencent par passer par la mer avant de réagir. Donc tout ça, ça rentre dans les concepts de prévention et de précaution que les États doivent prendre. Et c'est un principe qui est majeur en matière de gestion des ressources marines, le principe de précaution. Voilà. En tout cas, dans votre explication, vous avez posé aujourd'hui l'autre grand enjeu auquel le monde fait face, qui est la question du terrorisme. On voit tous les États sont préoccupés par cela. Dieu merci, le Togo n'a pas encore été touché et nous espérons en être à l'abri. Mais quand on prend la question du terrorisme et qu'on dépose cela sur une échelle, et qu'on prend la question de la sécurité maritime, est-ce que vous pensez que la question de la sécurité maritime fera le poids devant les questions de terrorisme? Oui, vous savez, les questions de terrorisme à terre sont, comment dirais-je, ces questions sont résolues, ou l'approche pour régler ces questions de terrorisme à terre sont forcément différentes de l'approche pour les régler en mer. Vous savez, ne va pas en mer qui veut, vous n'allez pas trouver une maison en mer, vous n'allez pas trouver des gens qui se baladent en mer. Donc vous voyez, c'est deux milieux très différents et la balance est forcément différente. Et donc, les stratégies doivent être différentes. Donc, par rapport à cela, je crois que pendant qu'on parle de piraterie en mer, et lorsqu'on sait que ces mêmes pirates ont les mêmes modes opératoires que les terroristes, alors je crois que la solution apportée aux questions de piraterie emporte celle qu'on devrait apporter aux questions de terrorisme en mer. Voilà un peu pourquoi on ne peut pas parler de lutte contre la piraterie en mer sans associer les actes terroristes qui pourraient provenir de là. Parce que si on pose la question, vous voyez aujourd'hui, par exemple, le Mali, le Niger, enfin beaucoup de pays sont confrontés au terrorisme. C'est des questions qui se posent sur terre, mais on invite ces pays à prendre part au prochain sommet sur la sécurité maritime. Est-ce que ces personnes qui sont déjà préoccupées par une question éminemment importante vont pouvoir venir discuter de quelque chose qui, à leur sens aujourd'hui, est peut-être en train de trouver solution? Oui, mais je ne vois pas où est le problème. Je crois que lorsqu'ils viendront pour parler de sécurité et de sûreté maritime, ils ne feront pas d'amalgame avec le terrorisme qu'ils sont en train de vivre à terre. Et donc, je viens de l'expliquer, les questions de sécurité et de sûreté maritime
emporte aussi les questions de développement. Alors, non, non, peut-être je repose prenons par exemple le cas du Mali, Voilà. où le terrorisme aujourd'hui connaît une propension, hein, à en point de dire, les autorités sont préoccupées par ces sujets-là. Et ces mêmes personnes vont peut-être laisser ces questions-là venir discuter pendant 5 jours de questions liées à la mer. Elles n'ont même pas, ce pays n'a même pas la mer comme côte. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de pays qui pourront dire nous avons plus urgent à régler? Pas du tout. Ça aussi, ça fait partie de la gouvernance d'un État. Même des questions qui ne les concernent pas directement? Qui les concernent directement, dans la mesure où il y a un lien entre le développement de leur pays et le trafic international qui passe par la mer. Mais est-ce que ça, c'est pas la vision des pays côtiers, ça? Pas du tout. Tout est réglé au niveau de l'Union africaine. Parce que si ça va mal sur les mers, c'est les pays côtiers qui souffrent premièrement avant les pays de l'Interland. Oui, ben écoutez, je vous dis que cela fait partie de la gouvernance. Un chef d'État qui est là pour régler tous les problèmes d'un pays ne peut pas, pendant qu'un problème émerge, négliger un autre qui est latent. Et donc je crois que ces chefs d'État qui sont assez responsables ne sauront pas faire la différence au moment de parler d'un sujet qui est imminent. Alors j'espère qu'ils seront là et ensemble nous allons discuter sur la problématique maritime. Alors revenons un peu dans le golfe de Guinée. On a parlé des questions de terrorisme dans le golfe de Guinée. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis des années, il semble que nos marines font un travail extraordinaire. Est-ce que des solutions ne sont pas déjà en train d'être trouvées à ces questions-là pour qu'on les repose au cours d'un grand sommet? Les marines des pays côtiers. Des pays côtiers. Je ne suis pas marin, je ne suis pas du corps de la marine. Je ne peux pas répondre à la place de ce corps. Mais ce que je peux dire, c'est que si le golfe de Guinée est de plus en plus sécurisé, c'est parce que les marines des pays se parlent et se communiquent. Et donc, je crois qu'il y a déjà un travail qui se fait au plan bilatéral. Et donc, ce travail va être superposé au plan continental pour que le problème soit embrassé dans son ensemble. Voilà. Alors, la question, c'est pour vous demander ce problème auquel les gens, finalement, trouvent déjà des solutions. Parce que s'il y a un acte de piraterie qui se pose en mer, il suffit, par exemple, si le bateau, je ne sais pas moi, est en train de se diriger vers nos côtes, que on appelle les marins du Togo, la marine togolaise, qui se dépêche en mer pour trouver rapidement des solutions à ce problème-là. Et donc, s'il existe déjà des solutions, si les marines sont déjà hyper équipées, s'il y a déjà une entraide entre elles, pourquoi un sommet sur le sujet? Vous savez, ce n'est pas parce que les États se défendent au mieux de leurs possibilités qu'ils ne peuvent pas se réunir pour en parler. Et à ce sommet, il sera probablement question d'opter pour la signature d'un acte juridique important. On parle d'une charte. Voilà. Donc cet acte juridique assez important pour le continent sera un élément opérationnel pour les États. Et donc, sur cette base, cette charte va certainement proposer des solutions plus concrètes que les documents qui ont existé auparavant. Et donc, par rapport à cela, je crois que les solutions apportées aux questions de sécurité et de sûreté maritime ne seront plus des questions de côte à côte, mais seront des solutions continentales. Voilà. Il y a certains qui estiment, peut-être si on va en venir maintenant aux questions qui tournent autour même de l'organisation de ce sommet, certains estiment que si le président de la République, Faure Gnassingbé, tient tellement à ce sommet, c'est pour son image internationale. Cette question, après tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, je ne pense plus que cette question ait encore sa place, dans la mesure où j'ai évoqué l'intérêt, l'intérêt d'un sommet à Lomé. Et donc, si ces intérêts-là sont vus de telle façon, pourquoi le président de la République va vouloir exhiber sa personnalité au détriment de l'intérêt des populations qui l'ont élu pour les diriger? Alors, vous savez aussi que le mandat du chef de l'État est un mandat social.
Et donc, sur cette base... Enfin, il y a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec vous, hein, qui ne voient pas encore trop le social depuis plus d'un an qu'il a prêté serment, qui ne voient pas encore trop le social dans le mandat qu'il pratique. Sur cette base, je crois que si il s'agit d'un sommet sur la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique, le développement ne concerne que les populations. Et donc, sur cette base, le Togo, le chef de l'État, ou bien le Togo, serait fondé à accueillir un tel sommet sans penser personnellement à un individu, mais seulement aux intérêts de la population. Il y a déjà eu quand même 2 reports de ce sommet-là. Vous n'en craignez pas un 3e? Nous sommes prêts pour le sommet. Oui, mais il y a déjà eu 2 reports. On était déjà prêts quand les 2 reports sont arrivés. Nous sommes prêts pour le sommet. Et le sommet, c'est dans quelques semaines. Oui, parce que la question, est-ce que c'est nous qui décidons ou est-ce que l'Union africaine, c'est l'Union africaine qui décide? L'Union africaine est prête pour le sommet. Et donc, ça veut dire que dans le passé, elle ne l'était pas, c'est ça? Monsieur Samuel, je crois que tout a été clair autour de ce plateau. Et donc, il n'y a pas lieu de tergiverser là-dessus. Le sommet de l'Union africaine aura bel et bien lieu du 10 au 15 octobre à Lomé. Il n'y aura pas un 3e report, c'est ça? Il n'y aura pas de 3e report. D'accord. Parce qu'il y en a déjà eu 2 et puis on se dit, il se peut qu'il y en ait un 3e. En tout cas, c'est peut-être ce que disent les détracteurs de ce sommet. Donc, au niveau des préparatifs, on attend 4000 visiteurs, enfin plus de 4000 visiteurs. Est-ce que le Togo a les capacités de les recevoir? Encore une fois, cette question n'est plus à l'ordre du jour. Nous sommes dans la mise en œuvre de ce qui a été planifié. Cette question a dû se poser lorsqu'il fallait faire la proposition à l'Union africaine. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre et tout se déroule normalement. C'est-à-dire au niveau du complexe, des complexes hôteliers, etc. Voilà. Tout est fin prêt. Les filles et les hommes qui sont sollicités pour faire le travail le font merveilleusement. Et aujourd'hui, je crois que tout est en train de se dérouler comme prévu. Mais est-ce que c'est quand même enfin, le cadre de vie que ces personnes vont découvrir, c'est au point, enfin, je veux dire, est-ce que ça inciterait, par exemple, à revenir, puisqu'on dit aussi que l'autre aspect du sommet, c'est le tourisme? L'autre aspect, c'est le tourisme. Tous ceux qui viennent ici, les estimations de 4000 personnes, ils viennent d'abord pour travailler, mais également pour découvrir. Oui. Et donc, nous espérons qu'ils vont revenir encore. Et ils reviendront parce que les Togolais ont su toujours accueillir leurs visiteurs. Et cela fait partie de notre essence en tant que Togolais et Africains. Et donc, par rapport à l'accueil que nos populations vont réserver à ces visiteurs, à ces étrangers, ils auront envie d'y revenir. On voit quand même, quand on voit au niveau de la ville, plusieurs artères font peau neuve. Il y a des routes qu'on est encore en train de remettre, afin de refaire des peintures, de badigeonner des choses. Il y a des fleurs qui sont en train de planter un peu partout. Tout cela, on se le dit naturellement, c'est pour que le Togo fasse bonne figure devant les missions étrangères qui arrivent. Au même moment, et c'est là où se situe le contraste, il y a des artères, par exemple, c'est vrai que vous n'êtes pas des infrastructures, mais comme c'est tout cela entre dans les questionnements que les gens se posent sur le sommet, il y a des artères qu'on a entamées depuis des années, qui sont à l'abandon, et on s'attelle aujourd'hui à ce sommet. Est-ce que vous n'êtes pas étonné par ce contraste? Je n'y vois pas de contraste, dans la mesure où ces activités ont commencé depuis longtemps. De Lomé à Séquencé, il y a des travaux de génie civil qui se réalisent. Et ceci a été planifié, n'est-ce pas? Mais nous remercions Dieu que cela coïncide avec la programmation du sommet extraordinaire. Et donc, si vous regardez bien, même s'il y a certains travaux qui se sont arrêtés, cela, on ne saurait l'imputer forcément à la tenue du sommet qui aura lieu en octobre. Ça peut être dû à d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec, n'est-ce pas, le sommet de Lomé. De toutes les façons, comme vous le savez aussi bien que moi, les travaux de génie civil, les routes,
etc., sont planifiés depuis, avant le sommet, et se déroulent également. Mais reconnaissez quand même qu'il y a eu beaucoup d'accélération, surtout sur certains artères entre l'aéroport et certains grands hôtels. Mais ne me dites pas, M. Samuel, que lorsque vous m'invitez chez vous, vous savez que je vais arriver à 6 h du matin, que vous n'allez pas vous réveiller à 5h30 pour balayer votre chambre et redresser vos fauteuils pour que je vienne me mettre à l'aise chez vous. En tout cas, être à l'aise chez vous. Donc, sachez que c'est salutaire tout ce que les peuples, les populations font pour pouvoir tenir propres les rues et les colonnes afin d'accueillir ce sommet que nous attendons tant. Donc vous confirmez quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en pensant rien qu'à ce sommet. Je parle de l'entretien des rues, ce que je vois les populations faire. Je ne parle pas du gouvernement. Non, là c'est le gouvernement qui le fait. Ben, je vois des gens animés de bonne volonté qui balaient. Des regroupements dans les quartiers. Ça, c'est dans le cadre de la NASAP et tout cela aussi, c'est du financement du gouvernement. De toutes les façons, c'est des bonnes volontés qui le font, même si... Ils sont payés à la fin du mois. Même si la bonne quelque volonté chose leur est donné pour faciliter le travail. Mais sachez quand même que je vois dans le visage de ces dames et de ces messieurs un grand sourire, une joie de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Non, rien du tout, on ne peut rien leur reprocher, mais là où les gens sont étonnés, c'est que, par exemple, si je vous donne ne serait-ce que l'exemple du boulevard Jean-Paul de Lomé, Enfoin-Vaughan, une rue entamée depuis 2 ans, qui aurait dû déjà finir et qui est toujours aux abandons, et l'entreprise qui fait les travaux, on voit se déplacer sur d'autres chantiers qui vont naturellement être utilisés dans le cadre du sommet. C'est cela qui fait que les gens s'interrogent. Bon, je crois que sur ces questions, puisque vous insistez, je vous conseillerais plutôt de les réserver pour des personnes plus indiquées. Nous sommes du Haut Conseil pour la mer, nous ne sommes pas des travaux publics. Voilà. Je l'avais déjà dit, mais quand même, c'est sur l'organisation d'un sommet que vous présidez que tout cela est en train de se faire. On a l'impression que tout ne tourne qu'autour du sommet maintenant, au Togo, à Lomé surtout. Je vous ai donné un exemple. Parce que même quand vous regardez, je ne sais pas, ce qui est étonnant, c'est que même dans les fêtes traditionnelles où les ministres sont invités, on tient coûte que coûte à glisser un mot sur le sommet, à parler du sommet dans des rendez-vous qui n'ont même rien à voir avec. On parle forcément du sommet. Donc c'est comme si la vie s'est arrêtée le temps de ce sommet de 5 jours. Mais pourquoi vous voulez que je vous donne une réponse à cela? Puisque c'est vous qui organisez le sommet, c'est le Haut Conseil. C'est le Haut Conseil pour la mer qui pilote l'organisation du sommet. Celui qui parle à l'occasion d'une festivité qui invite les populations à se donner ou à se préparer à accueillir les étrangers, pour que ceux-ci aient envie de revenir. Mais en quoi est-ce qu'ils pêchent? Moi, je ne trouve pas de problème à cela. Ça fait partie des sensibilisations nécessaires pour que tout le monde d'abord comprenne l'intérêt qu'il y a à tenir un sommet à Lomé et que tout le monde se prépare à accueillir ces étrangers qui vont arriver. Et je crois qu'aucune occasion ne doit être laissée en marge. Toute occasion doit être utilisée pour informer et sensibiliser les populations à ce grand événement. Parlons aussi d'un autre aspect important, c'est le budget de ce sommet. On entend parler de 5 milliards de francs CFA, 5,5 milliards de francs CFA. Est-ce que vous confirmez? Je ne suis pas la personne indiquée, encore une fois, pour confirmer ou infirmer un tel montant. Mais je sais que l'organisation d'un sommet nécessite forcément des moyens. Et ce que je peux encore vous rappeler, M. Samuel, c'est que c'est un sommet de l'Union africaine. C'est-à-dire c'est l'Union africaine qui finance? Qui est accueilli par le Togo. C'est l'Union africaine qui finance? C'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous ne dites pas, est-ce que c'est l'Union africaine qui finance ou c'est le Togo qui finance? Est-ce qu'on peut passer à une autre question, s'il vous Non, plaît? moi j'insiste, je voudrais avoir une réponse. Je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est parce que vous ne connaissez pas ou c'est parce que vous ne voulez je pas n'en le sais dire? rien. Vous ne savez pas qui finance? Je n'en sais rien. Mais pourtant, c'est le Haut Conseil à la mer qui est à l'organisation. Ah, vous êtes très mal renseigné. Ça veut dire forcément... Alors, finalement, quel est le rôle du Haut Conseil à la mer dans l'organisation du sommet? Je souhaiterais que vous en teniez à votre protocole de questions.
Voilà. Oui, mais je ne peux pas me figer sur le protocole Ben, du je suis questionnaire. désolé. Même la question sur le budget, je l'ai mis dans le protocole. Vous l'avez lu, Bien sûr. naturellement. C'est tout ce que je Donc, peux vous dire forcément, vous vous y êtes préparé. par rapport à cette question, s'il vous plaît. Donc, c'est l'Union africaine qui finance. C'est un sommet de l'Union africaine accueilli par le Togo. C'est l'Union africaine qui finance. C'est le Togo qui finance. J'attends la réponse. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas d'autres éléments à vous informer, monsieur. D'accord. Alors, en tout cas, cet aspect de la chose a étonné également plus d'un et sur ma page Facebook, il y a Marc Dometti qui a rappelé, ça vous y avez déjà répondu, il a demandé pour quel avantage l'État togolais s'engage pour ce sommet à tout prix. Il avait déjà répondu, mais lui il ajoute jusqu'à s'endetter envers le FMI, la Banque mondiale, l'Allemagne, la Chine, l'Arabie saoudite, tout ça pour moderniser l'aéroport et l'hôtel de février, l'élargissement de certaines routes commande de voitures VIP depuis l'Europe, juste presque 500 milliards de dettes envers l'extérieur en 2 ans seulement. Il a ajouté une réponse claire, s'il vous plaît. Je ne sais pas d'où il tient toutes ces informations. Et voilà. C'est parce que c'est des sujets qui mettent mal à l'aise, c'est ça ou quoi? Non, mais il a donné des précisions. Mais je suis sûr qu'il a sa source. Il a sa source d'information. Je peux rien dire. Parce que jusque-là, on invite toute la population, par exemple, vous-même vous l'avez dit, à réserver un accueil chaleureux aux délégations qui vont arriver, à faire ci ou ça pour rendre ce sommet le plus réussi possible. Mais personne ne veut parler de l'argent. Une activité qui est planifiée, qui est en train d'être réalisée et qui n'est même pas encore exécutée, comment est-ce qu'on peut parler de l'argent? Puisqu'on voit des choses se faire. Je crois que pour parler de l'argent, il faut attendre quand même que la chose se réalise pour savoir exactement combien on a pu dépenser dans cette affaire. C'est vrai qu'il y a des choses planifiées et il y a l'exécution. Mais se mettre à parler de l'argent alors qu'on est en train d'exécuter, de mettre en œuvre progressivement tout ce qui a été planifié, je crois que les gens sont trop pressés. Je crois que ce n'est pas des questions qui sont vraiment nécessaires actuellement. Mais ce qui est important, c'est que, main dans la main, on puisse soutenir le gouvernement pour que ce projet se réalise à la faveur de nous tous. C'est l'élément le plus important aujourd'hui. Voilà. Et donc, si je m'en tiens à votre réponse, ça veut dire, après le sommet, il y aura quand même des comptes qui vont être faits sur les mobilisations financières et tout? Écoutez, je ne sais pas si je suis la personne indiquée à qui vous devez poser ces questions. Vous connaissez bien mon rôle. Je ne gère pas les questions de finances, M. Samuel. Vous êtes le chef cabinet du Haut Conseil pour la mer. Écoutez, je ne suis pas le ministre des Finances. Voilà. Alors, dites-nous, finalement, quel rôle le Haut Conseil pour la mer joue dans l'organisation de ce sommet? Vous savez, si vous regardez l'ancrage institutionnel du Haut Conseil pour la mer, c'est une structure qui est directement rattachée au sommet de l'État. À la présidence. Et donc, le Haut Conseil pour la mer est une institution fêtière au niveau politique et stratégique, qui est chapeautée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et donc, par rapport à cela, le Haut Conseil pour la mer ne rentre pas directement dans les affaires du gouvernement. Le sommet est organisé au plan national et suivi par le gouvernement. Donc, le Haut Conseil pour la mer apporte sa substance lorsque cela est nécessaire, lorsqu'il est sollicité. Mais il participe également à la réflexion pour que les résultats escomptés soient atteints véritablement. Voilà ce que nous faisons, mais c'est un sommet qui est coordonné, organisé par le gouvernement. D'accord. Est-ce que, quand même, autour de l'organisation de ce sommet-là, tout ce qui est appareil de l'État, quel que soit le niveau où cela se situe, et qui intervient dans les questions de mer sont concernés?
Vous pouvez reprendre votre question? C'est-à-dire dans l'organisation du sommet sur la sécurité et la sûreté maritime, tout ce qui est appareil de l'État et qui joue un rôle donné, à quelque niveau que ce soit concernant la question de mer, est-ce que tous ces appareils-là sont concernés dans cette organisation-là? Par exemple, vous êtes du Haut Conseil de la mer, il y a un préfet maritime, il y a une marine, etc. Est-ce que tous ces démembrements-là jouent un rôle, enfin, travaillent en symbiose d'une manière ou d'une autre dans l'organisation? Tout à fait. Vous avez cité la marine nationale. C'est nos forces de défense. Bien évidemment. Et donc, ils contribuent forcément à la sécurisation de la fête. Donc, la préfecture maritime a une mission spécifique. Et en tant qu'administration, elle continuera par fonctionner pendant que le sommet se déroule. Bon, donc, les autres administrations comme l'environnement, etc., qui sont des administrations liées au gouvernement, participent donc à la préparation à tous les niveaux du sommet. Et donc coordonnées par le gouvernement, par Monsieur le Premier ministre. Donc je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Tous les membres du gouvernement concernés par les questions maritimes, dans une certaine mesure, participent à la préparation et à la mise en œuvre. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Sur Facebook, il y a Allo Lemou qui demande, puisqu'on vient de parler du préfet maritime, il demande c'est qui le préfet maritime? Le préfet maritime, c'est une autorité nommée par le président de la République et qui est à la tête de la préfecture maritime. Et la préfecture maritime, c'est le maillon opérationnel, n'est-ce pas, du Haut Conseil pour la mer. Sinon, de l'organisme national chargé de l'action de l'État mer, qui a deux grandes instances, le Haut Conseil pour la mer et la préfecture maritime, qui est le bras opérationnel. Donc, le bras opérationnel chargé de coordonner et de mutualiser les moyens maritimes, les moyens des administrations qui interviennent en mer. Voilà le rôle du préfet maritime. Entre le préfet maritime, enfin la préfecture maritime et le Haut Conseil pour la mer, il y a une subordination ou c'est complémentaire? Le Haut Conseil pour la mer, c'est une instance politique. Le Conseil pour la mer et ses services assurent la permanence du Haut Conseil pour la mer et donc animent les réunions interministérielles de réflexion stratégique qui doivent être traduites en actions opérationnelles. Lorsque ces réflexions stratégiques sont traduites en actions opérationnelles, ces actions opérationnelles sont exécutées par les administrations sous la coordination du préfet maritime. D'accord. Il demande encore comment se présente le dispositif sécuritaire maritime togolais. Ça relève c'est de l'opérationnel. Ça, c'est de l'opérationnel. C'est de l'opérationnel. Le dispositif sécuritaire relève de l'opérationnel. D'accord. Voilà. Nous sommes au niveau stratégique. Donc vous ne pouvez pas... Et donc je ne peux pas répondre à cette question. Je vois. Il a encore une dernière question. Comment recrute-t-on dans la marine togolaise? J'imagine que là aussi vous ne pouvez pas. Bon. Parce qu'il dit, parce qu'on n'en entend jamais parler. Ouais, peut-être qu'il est intéressé par ce corps. Je lui demanderai d'aller se renseigner. Et s'il veut, il peut nous approcher pour qu'on lui facilite les contacts pour pouvoir mieux se renseigner. Voilà. En tout cas, il a posé ces questions parce qu'il a entendu parler que nous allons évoquer les questions liées naturellement au sommet sur la sécurité maritime. Alors, on a évoqué tout ce qui touche à l'organisation, tout ce qui se met en place pour que ce sommet soit le plus réussi possible. Je voudrais qu'on parle maintenant des retombées de ce sommet, à tous les niveaux que ce soit. C'est-à-dire, on sait que la mer va être sécurisée, les marchandises vont s'écouler, mais on entend de plus en plus parler aujourd'hui, par exemple, du concept de l'économie bleue et tout cela. Quelles sont, de façon brossée, les retombées de ce sommet, les retombées éventuelles? Merci beaucoup. C'est une question intéressante. Et dans l'immédiat, on peut noter quelque chose. C'est que les activités de nos hôtels, le commerce et j'en passe, durant le temps du sommet, vont se voir être boostés. Et donc ça fait des entrées de fonds pour nos sociétés hôtelières et autres. C'est un élément
très important. Et d'un autre côté, je crois que le Togo sera redécouvert et donc certainement que certains vont vouloir encore revenir passer leurs congés, leurs vacances au Togo. Ça, c'est un élément important. Bon, maintenant, s'il faut voir les retombées à moyen et à long terme, les résultats du sommet, n'est-ce pas? On en parle toujours. Oui. Les résultats du sommet présagent ou présageront certainement des retombées économiques parce que les États africains, et particulièrement le Togo, et dans la stratégie nationale pour la mer et le littoral du Togo, il y a un axe prioritaire qui est réservé au développement de l'économie bleue. Et donc, dans la mise en œuvre de cet axe, je crois que le sommet sur la sécurité maritime et le développement en Afrique, la sécurité, la sûreté et le développement en Afrique poseront les bases de développement de cette économie bleue dans notre pays. Et donc, à partir de là, une économie basée sur la mer, c'est tous les secteurs qui sont touchés, que ce soit le secteur des transports, le secteur agricole, le secteur du tourisme, etc., etc. Ça va être formidable. Et d'autre part également, au plan politique, le sommet de Lomé va renforcer la coopération entre les États. C'est un élément très important pour que les États se parlent et trouvent ce contact pour envisager des perspectives de solutions aux problèmes auxquels ils font face ensemble. Voilà un peu ce que je peux dire des retombées du sommet pour le Togolais aujourd'hui et demain. Voilà. D'accord, mais par exemple, le sujet de l'économie bleue, on le dit, mais très peu ont une idée de ce dont il s'agit. C'est comme on parlerait de l'économie verte, une économie basée sur l'agriculture. L'économie bleue est une économie qui se développe à partir des ressources marines ou maritimes. Donc, c'est tout un ensemble. Tous les secteurs concernés. Le secteur de la pêche, le secteur du tourisme, même le secteur informel, n'est-ce pas? Le secteur du commerce, le secteur industriel. Tous ces secteurs-là sont contenus dans le concept de l'économie bleue. Et lorsque un État prend sur lui de développer cette économie, voilà tous ces secteurs-là qui vont ensemble dans le développement de cette économie. Donc là, sur le développement de cette économie, on peut imaginer le prochain sommet comme un catalyseur. Un catalyseur, tout à fait. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est par exemple le gouvernement, je ne sais pas moi, d'intéresser les populations à cet enjeu, parce que moi, je ne vous cache pas, on a eu un entretien avec le ministre de la Communication dans la perspective du travail que les journalistes doivent être amenés à faire sur le sommet, qui nous a entretenus sur l'économie bleue, qui est assez intéressant. Est-ce qu'il reviendra après le sommet au département ou aux institutions chargées des questions de mer d'intéresser plus de gens pour booster ce secteur-là? Oui. Ou c'est les populations même, parce que les populations, c'est ce que les médias leur diront qu'elles entendront du sommet, ou c'est à elles-mêmes de s'intéresser à ce domaine-là? Mais peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis amené à vous le dire. Le Togo est en réflexion pour l'élaboration d'un cadre stratégique pour le développement de l'économie bleue au Togo avec la Banque mondiale. Vous voyez, ça, le document, la réflexion est en cours avec les administrations togolaises et le partenaire. Donc, c'est dire que nos gouvernants sont des planificateurs. Au même moment que le sommet se prépare, il y a cette réflexion stratégique qui est en train d'être menée pour qu'au sortir du sommet, la relève soit prise pour que tous ces secteurs ou sous-secteurs que je viens de citer connaissent déjà le démarrage dans la mise en œuvre des différents projets qui permettront d'entamer le développement de cette économie. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a des choses qui sont en train d'être faites. Que vous apprendrez le moment venu. Nous sommes dans la phase de conception, d'analyse et de réflexion. Et donc, le moment venu, vous allez voir que
ce qui est en train d'être fait connaîtra une suite logique pour des résultats plus probants. En 2015, lorsque le sommet avait été reporté, nous étions à une rencontre à la primature, le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, avait dit au cours de l'interview qu'il nous avait accordée que le Togo faisait tout pour que ce sommet accouche d'une charte de Lomé et que ne pas aboutir à une charte serait considéré comme un échec. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une garantie de ce côté-là? Écoutez, ce qui est en train d'être fait, vous le savez déjà. La charte connaît une progression. Elle a été élaborée, elle a été examinée il y a quelques semaines par le comité technique spécialisé de l'Union africaine, un comité juridique. Et donc, les différentes instances vont continuer par l'analyser jusqu'à son adoption. Et donc, cette charte sera certainement adoptée dans la mesure où elle est en train d'être passée au peigne fin par les différentes instances qui comprennent les États qui participeront donc au sommet. Donc je crois que... Donc c'est un acquis déjà. Nous l'espérons, mais il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on puisse remettre en cause la possibilité ou l'hypothèse d'adoption de cette charte. D'accord. Et tout ça, c'est après, on dira quand même que c'est le Togo qui a réussi, c'est ça? Ben, c'est l'Union africaine, c'est les Africains. C'est nous qui avons organisé quand même. Oui, ben, écoutez, on a organisé, mais ensemble avec les autres. Le Togo a réussi, l'Afrique a réussi. Voilà. Et sur ce plan, il y a une vision, moi je ne sais pas, est-ce qu'il y a une vision togolaise de marquer la question de sécurité et de sécurité maritime à travers ce sommet-là? Une vision? Parce que tout le monde, par exemple, tous les pays qui reçoivent des sommets, pour une raison ou une autre, acceptent de les recevoir. Est-ce qu'en acceptant accueillir ce sommet, le Togo se dit, je veux marquer cette question-là positivement, cette question qui nous intéresse tous, les pays côtiers surtout? Oui, vous savez, c'est déjà un privilège pour notre pays de se prendre sur lui cette responsabilité. Donc, comment il peut marquer davantage, c'est de faire en sorte que ce soit une réussite, que les objectifs du sommet soient atteints. Je crois que c'est ça l'essentiel. Et si ce pari est gagné, ce serait une façon pour notre pays d'avoir marqué, n'est-ce pas, une marque spéciale pour ce sommet. D'accord. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie de notre entretien. Est-ce que, Hubert Bakaï, vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord de vous remercier pour nous avoir donné cette opportunité de parler du sommet qui est en vue. Vous remercier. Et l'autre mot, c'est à votre endroit de pouvoir donner la bonne information aux populations. À l'endroit de la presse. À l'endroit de la presse. Donc, donner la bonne information et surtout être solidaire avec les gouvernants pour que ce pari soit gagné. C'est un élément important, c'est un défi à nous tous que nous tous nous devons relever. Et le troisième aspect de mon mot, c'est de remercier et de féliciter tous ceux qui se donnent corps et âme, jour et nuit, pour la réussite de ce sommet, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau des administrations ou au niveau du secteur privé, de la diaspora et tous ceux qui sont impliqués, de les féliciter et les encourager. D'accord. En tout cas, en ce qui concerne la presse, j'ose croire qu'elle continuera par jouer son rôle de la façon la plus objective possible, comme elle a toujours su si bien le faire. Hubert Bakaï,
chef cabinet au Haut Conseil pour la mer, merci d'être passé dans un œil sur l'actualité. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup. Votre passage marque la fin de cette première partie d'entretien. Dans cette seconde partie, je vous propose l'entretien que nous avons réalisé avec Harry Miyawo Chanyao, qui est le président panafricain du réseau JASEMA. C'est le réseau journaliste africain pour la sécurité maritime. Suivez son entretien. À partir d'une concertation entre plusieurs journalistes africains qui s'étaient retrouvés à Lomé l'année passée à l'occasion de la session de l'UPF. C'est à cette occasion que nous avons contacté certains confrères avec qui nous avons échangé et ficelé l'idée de créer un réseau africain qui traite des questions des mers et océans. Le réseau a été créé non pas seulement pour accompagner le sommet de Lomé, mais beaucoup plus pour accompagner le continent à travers l'Union africaine, ainsi que les dirigeants qui, ces dernières années, ont démontré qu'il y a un autre combat que le continent africain doit pouvoir mener pour s'offrir le développement pour lequel toutes les populations se battent. C'est dans ce contexte que JASEMA a vu le jour. Et les objectifs de JASEMA, c'est, entre autres, de pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, accompagner les chefs d'État africains dans la lutte contre l'insécurité maritime qui gangrène nos océans ces dernières années, et puis, évidemment, de pouvoir accompagner l'Union africaine et le Togo qui abrite un sommet de haut niveau que vous avez tout à l'heure énuméré, le sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement de notre continent, l'Afrique. Il est dit que lors de ce sommet de Lomé, il y aura une charte que tous les dirigeants d'Afrique vont signer et que cette charte doit comporter tout l'arsenal juridique qui permette de mener efficacement le combat contre tous les fléaux que nous connaissons, tels que la piraterie, la pêche illicite, le trafic humain. Tout ce que vous connaissez sera pris en compte par cette charte. Et donc, en tant que journaliste, nous avons l'impérieux devoir de pouvoir faire en sorte que les populations, non seulement togolaises, mais d'Afrique, puissent s'approprier cette charte et de faire en sorte également, à travers nos écrits, nos analyses, nos sensibilisations et tout ce que nous pourrons, faire en sorte que les populations d'Afrique puissent comprendre qu'il y a un péril en la demeure qui est l'insécurité que connaissent nos mers et océans, parce que le constat est clair que les bandits, les malfaiteurs, qui déjà secouent les terres fermes d'Afrique, ont cru devoir trouver un terrain où il n'y a pas de droit, un terrain de non-droit qui est nos océans, où ils essayent de mener tout le commerce interdit, à savoir le trafic de drogue, le trafic d'armes, et tout ce que vous connaissez sur nos océans. Donc, il faut que nous essayons en tant que journalistes d'amener les populations à comprendre l'intérêt pour nous tous de nous mêler à ce combat pour sécuriser notre continent. Vous savez, l'avenir économique de demain, ce serait nos océans. Quand on regarde toutes les richesses que regorgent nos océans, il n'y a pas de raison que la presse, ni aucun autre citoyen puisse se mettre à l'écart de ce combat dans lequel l'Union africaine et justement le Togo sont en train d'embarquer toute l'Afrique. Vous savez que l'Afrique est faite de pays ouverts à la mer, aussi bien que des pays de l'Interland qui n'ont pas des océans. Lorsqu'on parle de l'insécurité maritime, quelqu'un qui est au Mali, quelqu'un qui est au Burkina peut se dire que bon, moi je ne me sens pas concerné parce que je n'ai pas d'océan. Donc, par rapport à la presse, on va essayer d'amener toute l'Afrique
y compris ceux-là qui sont enclavés, qui ne sont pas ouverts à la mer, à comprendre que c'est des océans que nous avons le gros de notre survie. Vous savez, quand les gens veulent avoir des voitures, quand les gens veulent avoir de quoi s'habiller, de quoi même se nourrir, tout ce que nous avons aujourd'hui, en gros, le commerce mondial est à 80% pris en compte par les océans. Donc, il n'y a pas de raison qu'on puisse ne pas essayer d'amener toutes les populations à travers notre information et la sensibilisation que nous aurons à faire à ce que tout le monde puisse s'approprier et comprendre que franchement, aujourd'hui, les enjeux qui sont liés aux océans importent tout le monde et interpellent toutes les consciences. C'est en cela que nous nous sentons interpellés. Notre rôle, c'est vrai, c'est d'informer les gens, mais aussi c'est de les éduquer et de les amener à comprendre les domaines qui les échappent, les domaines qui n'ont pas la perspective d'avoir les grands contours intéressants pour le développement du monde entier et de notre continent, surtout l'Afrique, qui est en pleine émergence. Il faut dire que la grande rencontre que Lomé va abriter du 10 au 15 octobre prochain a un double intérêt pour le Togo. D'abord, il faut relever le côté économique, puisque on parle d'environ 5000 personnes qui viendront au Togo. Donc, c'est déjà un avantage pour le Togo. Mais aussi, c'est un nouveau repositionnement du Togo dans les grandes rencontres. Parce que vous savez, par le passé, c'est au Togo qui avait, avec succès, eu la tenue des grandes rencontres. Souvenez-vous des conventions ACP, Lomé 1, Lomé 2. Rappelez-vous également de la mutation de l'Organisation de l'Unité africaine ancienne, OIA, en Union africaine aujourd'hui. C'est au Togo que la rencontre là avait eu lieu. Mais depuis environ 20 ans, notre pays a rompu avec l'accueil de ces grandes rencontres-là. Aujourd'hui, si nous renouons, c'est d'abord un honneur, c'est un privilège. C'est en cela que j'appuie le gouvernement togolais qui essaye de faire à ce que tous les Togolais que nous sommes, sans distinction de tendance politique, ni de religion, ni d'ethnie, qu'on essaye de faire en sorte à ce que ce sommet soit une grande réussite. Parce que quand le sommet réussit, il ne va pas à l'actif du chef de l'État, Faure Gnassingbé. Quand le sommet réussit, il ne va pas à l'actif d'un parti politique donné, mais il va à l'actif du Togo. Ce sommet permet même d'avoir un idéal togolais, parce que demain, les générations futures diront que ce fut dans un pays de l'Afrique occidentale qui s'appelle Togo, qu'a été signée une charte qui s'occupe des questions de mer et qui permet à l'Afrique de réguler toutes les contraventions, toutes les difficultés que les gens connaissent en mer. Je crois que c'est une question de lobbying, une question de diplomatie que le Togo doit pouvoir jouer pour que les gens viennent signer la charte. Et le chef de l'État, je crois, s'était déjà attelé il y a 2 ans avec des sorties où les Togolais étaient en train eux-mêmes de crier que le président était entre 2 avions, entre 3 avions. Je crois que c'est ce lobbying qui se fait. Il y a le ministre Doucet qui ne se lasse pas aussi d'aller sur tous les fronts pour essayer d'amener les autres pays d'Afrique à comprendre la nécessité de signer cette charte-là. Je voudrais ici dire aussi que une fois la charte signée, elle n'est pas la propriété du Togo. On ne signe pas la charte pour faire plaisir au Togo, mais on signe la charte pour que l'Afrique tout entière ait un national juridique qui lui permette de pouvoir regarder clairement les questions ou les difficultés qui se vivent dans nos mers, où les gens ne doivent plus pouvoir exploiter de façon illicite nos océans à travers la pêche, à travers tous les trafics que vous connaissez. Donc, c'est d'abord une victoire de l'Afrique. Et je crois que les chefs d'État d'Afrique, tous doivent aussi comprendre qu'aujourd'hui, il y a un vrai péril, qu'il faut qu'ensemble, ils essayent de se retrouver, se donner main dans la main pour pouvoir aller de l'avant. Il y a les pays de l'Interland qui pensent que eux, n'ayant pas de mer, ils ne sont pas concernés par les problèmes, les fléaux qui s'occupent les mers. Mais je voudrais dire ici que si aujourd'hui, le port de Lomé est en difficulté, le port de Cotonou est en difficulté, le port d'Abidjan, le port de Lagos est en difficulté, ça va répercuter directement sur le Burkina, ça répercute directement sur le Tchad,
ça répercute directement sur le Niger, sur d'autres pays, le Mali. Donc c'est pour dire que c'est un tout, c'est en synergie que nous pouvons mener efficacement le combat parce que personne n'est épargné quand les maires ne sont pas en sécurité. Ceux qui se sont constitués en détracteurs doivent rapidement se raviser parce qu'il y a un sommet d'envergure qui est une préoccupation aujourd'hui mondiale. Quand vous regardez tout ce qui se passe dans la Méditerranée, quand vous regardez tout ce qui se passe dans le golfe de Guinée, que ce soit dans le golfe d'Aden, il y a une raison forte pour que l'Afrique se mobilise pour essayer de trouver les moyens idoines pour sécuriser ces océans. J'ai dit ici que l'avenir économique de demain se trouve dans les mers et océans. Et donc, il y a de fortes raisons que tous ceux qui croient que c'est du gâchis essayent de comprendre que l'Afrique a voulu aller à une rencontre pour trouver les moyens pour sécuriser ces mers et océans. Il a fallu qu'on trouve un pays pour abriter ce sommet. Et c'est le Togo. D'abord, quand quelqu'un est togolais, il doit pouvoir applaudir cela, il doit pouvoir saluer ça. Qu'un choix de telle envergure soit tombé sur son pays. C'est vrai que c'est des rencontres qui engagent des budgets. Mais il y a eu d'autres rencontres, il n'y a pas que le Togo. Et les autres rencontres continentales qui se trouvent être tenues dans d'autres pays. Est-ce que les gens iront dire qu'il ne faille pas? Et si tout le monde ne voudrait pas, parce que ça engage des frais, faire tenir des rencontres pour essayer de trouver des voies pour aller au développement. Comment l'Afrique devrait-elle se comporter? Donc, je crois que tout le monde doit prendre une hauteur et essayer de comprendre que le sommet a une véritable raison. Lorsque les gens s'interrogent et comprennent qu'il y a effectivement nécessité que l'Afrique se retrouve pour penser à trouver des solutions, pour trouver une stabilité au niveau de ces mers et océans, je crois qu'on ne doit même plus fouiller à comprendre pourquoi ça doit être le Togo, mais on doit être solidaire pour que ce record, qui est d'abord une victoire togolaise et ensuite une victoire africaine, soit vraiment traduit dans les faits avec succès. On ne peut pas dire que c'est après le sommet le Togo va s'arrêter. Quand on sait qu'il y a même les détracteurs dont vous parlez, je vais doiter personne. Les gens ont envie de troubler un peu l'ordre public au moment justement où ce sommet se tient. Et quand les gens ont souvent prouvé que les béquilles sur lesquelles on s'appuyait souvent pour aller à ces besognes étaient nos élèves, nos enfants, les pauvres, il y a de fortes raisons que le Togo, dans la prévoyance de ce qui peut se passer, le Togo peut anticiper et éviter que les gens utilisent ces enfants. Pendant ce temps également, il y aura beaucoup d'animation dans la ville et que par mesure sécuritaire, il y aura certaines routes qui seront barrées pour la protection de nos hôtes. Donc, bref, si l'école n'a pas repris en ce moment, je ne crois pas que cela vaut les mois et les semaines, voire même des années où les gens ont tenté d'arrêter l'école dans ce pays. Je crois que c'est juste une mesure sécuritaire, protectrice pour nos enfants, nos petits frères et nos petites sœurs qui sont étudiants et élèves. Et cela ne rétrograderait en rien l'avancée du Togo. Vous avez dit tout à l'heure que c'est un sommet d'envergure, c'est un sommet continental. Je crois que le Togo, qui a commencé par communiquer à l'international, effectivement, a voulu peut-être commencer par servir les autres. Parce que nous, au Togo, nous avons déjà l'idée, depuis déjà 3 ans, avec les 2 reports que nous avons connus, nous savons qu'on va à un sommet. Ce serait nécessaire également que les autres du monde sachent qu'en octobre, quelque chose se passe au Togo. Et comme ils sont beaucoup plus loin, plus distants de nous, je pense que c'est cette mesure communicationnelle que le Togo a opté, juste pour commencer de l'extérieur avant de venir au Togo. Il y a une semaine, nous nous plaignions qu'on n'a jamais vu d'insertion, que nos chaînes, notamment la TVT, vous-même et d'autres chaînes de télévision, n'ont pas eu de communiqué. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons 3 semaines pour faire ce travail-là, ce tapage médiatique en interne, mais les gens auraient souhaité que ce soit plus tôt. Mais les 3 semaines-là, si vraiment nous sommes
sérieusement outillés et que chacun de nous fait du fond de son cœur ce travail-là, je pense que les Togolais seront au même niveau d'information par rapport à la tenue de ce sommet. Avant qu'on ne parle de l'après-sommet, je voudrais vous rappeler que Journalistes africains pour la sécurité maritime a déjà entrepris avec succès certains projets et qui ont été réalisés. Au Togo, nous avons réussi un atelier de formation pour tous les journalistes que nous avons rassemblés il y a 2 semaines à Palimé pour leur donner des notions sur le langage que les gens adoptent quand ils sont face aux questions liées aux mers et océans. Nous avons été conscients que les thématiques liées aux mers et océans sont aujourd'hui un concept nouveau pour tout le monde. Et si nous faisons l'exercice de tendre le micro à n'importe quel cadre, ou même à nous journalistes, pour que nous essayions de définir par exemple des termes comme sécurité maritime, sûreté maritime, piraterie maritime, vous allez voir que nous n'aurons pas la version exacte ou l'explication exacte qu'il faut pour placer ces mots-là. Donc c'est avec toute humilité que nous nous sommes conviés à Palimé et que nous avions pu avoir l'aval du Haut Conseil pour la mer qui a mis à notre disposition des experts qui s'y connaissent en la matière pour nous former. Aujourd'hui, nous sentons que les journalistes togolaises que nous sommes, nous avons de la matière, nous avons aujourd'hui la connaissance autour de ces questions qui parlent des mers et océans et que nous sommes prêts à restituer avec exactitude toutes ces questions-là qui parlent des mers, de la sécurité, de la piraterie et de tous ces fléaux qui secouent nos mers et océans. Donc, la même formation a eu lieu à la même période dans des pays comme la Guinée-Conakry où une formation de ce genre a été donnée aux journalistes à Conakry. La même scène s'est déroulée au Cameroun où des journalistes ont été formés. Ils ont appris également les langages appropriés lorsqu'il s'agit de parler des questions de mer et océans. Aujourd'hui, lorsque nous allons finir le sommet de Lomé, il a été dit qu'il sera sorti de ce sommet une charte que les chefs d'État qui seront présents signeront. Cette charte, elle ne sera pas une charte que nous allons déposer dans les tiroirs. En tant que journalistes, nous avons l'impérieux devoir de porter cette charte à la connaissance non seulement des populations togolaises, mais à la totalité des populations d'Afrique et pourquoi pas du monde. Donc, après le sommet de Lomé, journalistes africains pour la sécurité maritime envisagent d'entreprendre une tournée africaine pour aller dans les autres pays pour parler à nos confrères, à nos consoeurs de ces pays-là et leur porter la nouvelle sur la charte ainsi que les grandes décisions qui sont prises au sommet de Lomé. Nous savons que le sommet de Lomé n'est pas à l'actif du gouvernement togolais seul, mais il est également à l'actif de l'Union africaine, donc de tout le continent. La réussite de ce sommet n'est pas non plus une victoire de Faure Gnassingbé, qui est le premier de nous tous, mais la réussite de ce sommet est avant tout la victoire du peuple togolais et ensuite une victoire de tout le continent africain. Donc, ici, je voudrais saisir l'occasion pour interpeller toutes les populations togolaises, sachant bien que le Togo est un repère, est une référence en matière d'organisation et de réussite de sommets de ce genre. Souvenez-vous que ce fut à Lomé qu'il y a eu les grandes rencontres ACP-UE et on parle souvent de Lomé 1, Lomé 2. Rappelons-nous également que ce fut à Lomé que
la rencontre qui a consacré la mutation de l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine aujourd'hui a eu lieu. Et toutes ces rencontres ont été des réussites. En tant que citoyen togolais, je me dis que la rencontre de Lomé doit rappeler ces beaux moments à tous les Togolais et doit faire à ce que, en synergie, toutes les populations togolaises, les administrateurs, les journalistes, les commerçants, les paysans, que tous nous puissions fusionner nos énergies pour que le Togo puisse, une fois encore, marquer le monde entier. J'en suis persuadé que les hôtes qui fouleront le sol togolais partiront tous avec un souvenir inoubliable, sachant que les populations togolaises sont des populations hospitalières, sachant que le peuple togolais a toujours marqué ses hôtes. Nous sommes persuadés et rassurés que tous ceux qui viendront ici en octobre auront et garderont toujours un beau souvenir de notre beau pays. Mon mot de fin, c'est de dire que à l'entame de cette interview, j'avais déjà dit que le Togo, par rapport à ce sommet, est en train de revenir sur la scène internationale avec l'organisation des grandes rencontres. On a toujours connu le Togo comme étant le carrefour des succès de grandes rencontres. Et j'avais parlé de la convention ACP, Lomé 1, Lomé 2. J'ai parlé également de cette rencontre qui a permis de muter l'organisation de l'Union africaine en Union africaine que nous connaissons aujourd'hui. Et toutes ces rencontres qui ont été un succès nous interpellent tous en tant que citoyens togolais à faire de notre possible pour que le sommet que notre pays reçoit le mois d'octobre prochain, pour que ce sommet puisse être effectivement un succès qui va non seulement à l'actif du Togo, mais à l'actif de toute l'Afrique. Je veux rappeler à tous mes concitoyens que la réussite du sommet n'est pas une réussite de Faure Gnassingbé, mais une réussite du Togo. Parce que Faure Gnassingbé, c'est notre chef d'État. Quand il prend des positions à l'international et que ces positions sont positives, c'est le Togo tout entier qui a à gagner. Je voudrais ici encourager mes confrères journalistes qui font déjà le bon boulot à continuer dans le même sens, afin que la presse aussi puisse marquer sa griffe et qu'on sente que la communication autour de ce sommet n'a été qu'un succès. En gros, je connais les Togolais. Le peuple togolais est un peuple d'accueil. Le Togo est connu par son hospitalité légendaire. On sait que les Togolais sont des citoyens qui, tout le temps, démontrent à tous les niveaux leur politesse. Et je ne doute pas une seule seconde que c'est en synergie et avec joie que nous tous nous donnerons un séjour agréable à tous ces hôtes de marque qui fouleront notre sol. C'est la fin d'un œil sur l'actualité. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve le dimanche prochain pour un autre numéro.